Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comprendre comment un globule blanc peut se transformer en cellule cancéreuse. C'est la thèse qui a permis à Léolia Babin d'être repérée par la Fondation L'Oréal pour les femmes en sciences. Génération Talent, ce sera à suivre. Aujourd'hui, c'est Damien Douani qui a une idée derrière la tech et avec toi, on va tout comprendre du sentiment de la voix avec Pitch Boy. Exactement, ça pourrait quasiment être un jeu et on va le voir ensemble. Un jeu ou pas, ça va être notre club actu. Tiens, en première partie, réguler l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'IA Vion? Vous avez le droit de rire si vous le souhaitez. C'est le débat en tout cas qui agite le monde de la tech depuis plusieurs jours. Est-ce qu'il faut mettre l'intelligence artificielle en pause? Serpent de mer relancé par plus de 1000 scientifiques, personnalités de la tech et Elon Musk, le milliardaire, décoche dans un de ses tweets ses angoisses existentielles face à l'IA. On va en parler. Et puis en deuxième partie, printemps de l'économie, comme on parlait d'éco d'ailleurs aux ados, l'économie fera-t-elle le printemps? En tout cas, oui, répondent les organisateurs de cette 11e édition du printemps de l'éco, l'événement qui se déroule en ce moment même au CESE et fait la part belle aux lycéens et aux étudiants. On va essayer de comprendre comment justement aujourd'hui moduler l'économie et la société ensemble. Pour en débattre, Stéphane Zibi, bien évidemment, directeur de Ionis X, expert S-Tech pour RCJ et on refait le MAP. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie, bonjour à tous. Un petit nouveau dans cette émission, Rodrigo Sepúlveda Schultz, serial entrepreneur, surtout investisseur avec un nouveau fonds, Sepúlveda Capital. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie, bonjour à tous. Et on va le découvrir, tu connais les écosystèmes tech sur le bout des doigts de la Silicon Valley à l'Europe. Et Damien, évidemment, qui sera avec nous pour tous ces commentaires d'actu. Mais d'abord, focus. Le prix L'Oréal Jeune Talent met à l'honneur 35 chercheuses et femmes en sciences. Léolia Babin fait partie de la toute dernière sélection. La doctorante toulousaine est saluée pour ses recherches sur le lymphome anaplastique à grandes cellules, un cancer extrêmement rare qui touche les enfants. Xavier Terrade dresse son portrait. 35, c'est le nombre de chercheuses qui ont reçu le prix L'Oréal Jeune Talent 2022. Parmi elles, Léolia Babin, pour son projet ARN circulaire de fusion spécifique de translocation, NPM-ALK, comme biomarqueur prédictif de la résistance au traitement des lymphomes T. En clair, elle cherche à mieux comprendre le cancer rare du lymphome anaplasique à grandes cellules. Donc oui, je fais de la recherche en cancérologie et en particulier, je m'intéresse à un cancer des globules blancs qui est principalement pédiatrique. Cependant, le problème, c'est qu'en cas de rechute, le pronostic est très mauvais. Et donc le but de mon projet, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux pourquoi certains patients vont répondre au traitement et d'autres ne vont pas répondre au traitement et d'essayer de trouver des biomarqueurs. Donc les biomarqueurs, ça va être des molécules qu'on peut être capable de détecter chez les patients, notamment dans le sang des patients, pour pouvoir prédire éventuellement s'ils vont répondre ou non au traitement. Avant ce projet ambitieux sur le rôle des ARN circulaires dans les résistances au traitement, la chercheuse du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, Léolia Babin, s'était déjà intéressée à l'apparition de ce cancer et avait développé un modèle cellulaire qui recréait ce lymphome à partir de globules blancs normaux. J'ai commencé mes études en master sur la cancérologie en général, pas spécialement pédiatrique, et c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéressait énormément. Des cours que j'avais pu avoir en licence, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. C'est un sujet extrêmement d'actualité, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Dans tous les cas, on est tous touchés potentiellement par les cancers. Et donc après, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un lymphome qui était pédiatrique quand j'ai commencé donc, ma thèse dans le laboratoire d'Erika Brunet, donc ce fameux lymphome anaplasique à grandes cellules. Particulièrement touchée par ce cancer des enfants, Léolia Babin met aussi à profit son savoir-faire pour lutter contre d'autres cancers. Si après son post-doctorat, elle ne trouve pas de poste de recherche dans le public, la jeune femme n'exclut pas de se tourner vers le privé au sein d'entreprises pharmaceutiques pour développer des thérapies. Et voilà pour ces portraits de jeunes talents au féminin et surtout dans les sciences. Mais tout de suite, en avoir ou pas de l'intelligence artificielle, messieurs, dames, on va en parler avec cette nouvelle tempête. Régulation déclenchée par Elon Musk. C'est le club première partie. Et
Et aujourd'hui, vous le savez, à mes côtés pour commenter ces actus, Stéphane Zibi, Rodrigo Sepúlveda-Schultz et Damien Douani. Messieurs, vous êtes tous des experts des écosystèmes tech. Est-ce que cette nouvelle tempête sur la régulation de l'intelligence artificielle va faire bouger justement le monde à la fois de l'investissement, de la recherche et surtout du numérique? Parce que oui, c'est passé la semaine dernière, plus de 1000 scientifiques, personnalités de la tech, de la Silicon Valley et un certain Elon Musk ont commencé à décocher leurs flèches face aux avancées de l'intelligence artificielle, en cause bien évidemment des intelligences artificielles créatives qu'on a beaucoup vues ici dans cette émission, Midjourney et ChatGPT pour ne pas les nommer. L'idée en tout cas de cette prise de parole, c'est de demander notamment à l'ONU de faire un moratoire de 6 mois pour faire un point sur le développement justement des intelligences artificielles avancées. D'abord, messieurs, qu'est-ce qu'on reproche à l'IA? Est-ce que c'est un accusé un peu trop facile, Rodrigo? Arthur C. Clarke disait « Toute technologie que l'on ne comprend pas ressemble à de la magie ». Et je crois qu'il n'y a pas qu'une seule IA, il y a plein d'IA différentes. ChatGPT et Midjourney, c'est des IA génératives. En fait, nous, on sait faire plein de choses, on est intelligent en tant qu'être humain, on dépense 100 watts par heure. Alors la quantité de serveurs qu'il faut pour faire ne serait-ce que ChatGPT est incroyable. Donc ça n'existe pas, l'IA. Il y a des IA particulières et des applications d'IA. Donc déjà, on ne peut pas parler d'IA en général. L'IA, ou les IA plutôt au pluriel, encore une fois, c'est un peu accusé IA au pluriel. Levez-vous. Alors, je pense que ce qui est accusé, c'est les prochaines générations. Ce sont la prochaine génération, parce que d'après des chercheurs eux-mêmes, dont certains qui ont signé, là il y avait un chercheur français qui est à l'université de Nantes, qui s'appelle Colin de Liguera, me semble-t-il, qui disait que ceux qui développent ont parfois même ne savent pas ce qu'ils vont avoir comme monstres qui vont sortir. Les cerveaux numériques deviennent énormes et parfois presque incontrôlés. Et quand parfois l'humain ne peut plus avoir la main sur ce qu'il a développé, en effet, ça peut faire peur. Et si eux-mêmes, ou alors, je ne pense pas que ce soit de la jalousie et de la frustration de certains de ne pas être dans ces projets-là. Je parlerai d'Elon Musk après, si tu veux. Absolument. On fera justement un petit point Elon Musk. Voilà, on fera notre baromètre. Non, je ne sais pas comment on peut appeler. Le Musk, voilà. Mais je pense quand même qu'il y a une réelle peur du vide. Et je pense que de ce côté-là, il y a une obligation de régulation, ça c'est sûr, mais une obligation d'éthique. Et toute société qui ne cherchera à être opaque sera suspecte. Donc je pense qu'il faut écouter cet appel, même s'il n'est pas important en termes de quantité de signatures. Je crois que j'ai regardé ce matin, il y a moins de 10 000 signatures, mais ce n'est pas n'importe quel 10 000. Absolument. C'est du lourd, moi Elon Musk. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de prêter attention, oui. Avant d'aller sur l'échelle de Richter façon Elon Musk avec vous, messieurs, d'abord on demande 6 mois, en tout cas les signataires de cette lettre demandent 6 mois de pause qui serait le temps nécessaire pour pouvoir établir un cadre réglementaire et éthique. 6 mois, c'est vraiment réaliste, Damien? C'est mieux que rien, on va dire, c'est déjà ça. Déjà, l'Europe travaille dessus depuis un petit moment. Donc, de toutes les manières, comme l'Europe fait de la régulation, à défaut d'avoir de grandes licornes internationales, de fait, c'est déjà une première marche. Après, la question, c'est est-ce que vraiment il y a des labos qui vont s'arrêter de développer? J'y crois peu. Je reviendrai plus sur ce que dit Stéphane. C'est plus la question de mettre des garde-fous en place et des règles de fonctionnement communes. C'est plus ça, en fait, finalement. Parce que l'emballement autour des IA, les IA, ça fait un moment qu'on travaille dessus quand même. Mais là, il y a un emballement soudain qui met un peu tout le monde en panique. Et je pense que c'est plutôt ça, en fait, le sens. Plus que de dire on arrête. S'arrêter 6 mois, ça veut aussi dire que si certains pays, certains gouvernements ou certains continents respectaient cette trêve, d'autres ne le feraient peut-être pas. Qui va vraiment respecter ça? L'Europe, les États-Unis, la Chine, Rodrigo? Personne. Oui. Non, plus simplement, il faut redéfinir l'IA à nouveau. Quand Garry Kasparov a perdu contre une machine, contre Deep Blue en 1997, on dit c'est la fin de l'humanité, c'est la fin de l'intelligence humaine. Ce n'était pas de l'IA. On a une machine qui a été conçue que pour ça, qui a calculé toutes les probabilités possibles de jouer à un jeu d'échecs. Bon, malheureusement, le nombre de solutions est supérieur au nombre de grains de sable sur Terre. Donc, c'est pas possible. Donc, on a ajouté quelque chose qu'on appelle une heuristique. Ça s'écrit un peu bizarrement, HEU, etc. Une heuristique, c'est qu'on a donné un petit peu d'intelligence humaine à un modèle en lui disant, écoutez, ça sert à rien qu'on fait E2, E4, il y a E7, E8, et ça sert à rien de calculer tout le reste. Donc, on a réduit le champ des possibles. ChatGPT, c'est la même chose.
La générative IA, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est biaisé. C'est entraîné sur un ensemble d'informations que l'on connaît et c'est biaisé. Donc, il faut introduire, en fait, sur ce moratoire de 6 mois, un ensemble de domaines où on va réduire les biais sur les gens, sur les minorités, sur un certain nombre de choses. Parce qu'il n'y a pas l'information. Il y a plus d'informations sur d'autres sujets, par exemple. Stéphane, je vois dubitatif. Non, comparer ce qui s'est passé avec le robot qu'a battu Kasparov et ChatGPT, je pense que quand même il y a une petite évolution. Il y a une génération d'IA supplémentaire, même 3 d'ailleurs en l'occurrence. Plus que de génération là en l'occurrence, mais je suis en train de repenser, je crois qu'au backgammon ils n'ont jamais vraiment réussi. Alors c'est pas le backgammon. Le jeu de Go. Alors 20 ans après, c'est intéressant. Donc encore une fois, l'IA, ce qu'on appelle le machine learning, c'est juste une énorme base de données dans lequel on va utiliser énormément de puissance de calcul pour trouver une solution. On a essayé de faire la même chose 20 ans après, et on a joué contre le champion d'Europe de Go, avec la même technique. Le champion d'Europe a gagné. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Et donc, ces Anglais, qui ont été rachetés ensuite par Google, se sont dit, en fait, on a fait une erreur logique dans notre tête, en fait, on va faire jouer une instance de notre ordinateur contre lui-même. Et en 15 jours, il a appris à jouer contre lui-même en explorant plein de choses, donc pas d'une heuristique humaine. Ils ont joué contre le champion du monde, qui est un Coréen. Ils ont battu le Coréen. Ben voilà. Et il y a, de mémoire, je crois que c'est 1 trilliard fois 1 million de plus de possibilités quand même au Go. Beaucoup de zéros quand même à la fin. Que par rapport au jeu de l'échec. Et c'est pour ça que c'était plus intéressant d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on appelle le machine learning. Ouais. Et ensuite, on est passé à ce moment-là, avec ces 15 jours, ce qu'on appelle le deep learning, ou les réseaux neuronaux. Donc avant de débattre de ce que c'est que l'IA, il faudrait comprendre un petit peu ce que c'est. On va demander à un système expert de se dire, je prends une image par exemple. Chaque point est codé en informatique avec un certain nombre de couleurs. Donc on peut détecter si un point à côté d'un autre a un gros changement de couleur. Nous on voit bien qu'on passe du blanc au noir, il y a un gros changement de couleur ou de fréquence. Voilà, donc on met une image, combien il y a de changement de couleur. Ça sort de ce système. On prend cette sortie, on la fait rentrer dans un système. Est-ce qu'il y a des points qui sont côte à côte? On le met dans un autre système, la sortie. Est-ce que ça fait une ligne droite? On le remet dans un nouveau système. Est-ce qu'il y a un certain nombre de lignes droites? Est-ce qu'il y a des triangles? Est-ce qu'il y a des ronds? Est-ce qu'il y a un rond et 2 triangles? Ah, ça donne des chats. C'est ce qu'on appelle un réseau neuronal. Tout revient toujours au chat, hein. C'est ce que j'allais vous dire sur Internet de toutes les façons. Et docteur, pour boucler, sur boucler la boucle. Sur l'IA générative dont on parle maintenant, ChatGPT, etc. Et c'est pas, à mon avis, le débat. C'est ce que l'on fait, on entraîne des modèles, donc c'est pour ça qu'on est un modèle 2, un modèle 3, un modèle 4, et aujourd'hui on se dit tiens c'est biaisé, parfois ça fait des choses très bien. Le fait que ça puisse générer, je regardais l'autre jour, il y a un truc qui s'appelle tom.app, une appli qui permet de générer automatiquement des présentations et des pitchs pour investisseurs, automatiquement. C'est un Rodrigo Sepúlveda Schultz automatique, c'est génial. Avec des images, etc. Mais c'est juste été entraîné sur une base de données en allant chercher des images qui collent. C'est pas de l'intelligence. C'est de l'automatisation. On aurait pu demander à un stagiaire de le faire, qu'on entraîne de l'école de commerce en disant fais-moi ma présentation. Damien, très rapidement. Le terme d'intelligence, même quand tu écoutes Luc Julia, t'explique, il a fait un bouquin d'ailleurs sur le sujet, qui dit ça n'existe pas. C'est un terme qui est galvaudé pour un côté un peu sexy, mais à la base c'est pas ça. Alors, parce qu'il n'y a pas de modèle qui sait faire tout. Voilà. Et nous on utilise encore, je vous disais, 100 water, et on sait faire tellement plus de choses. Merci, ça me fait plaisir. Merci Stéphane. Un bon point pour Stéphane. Il faut recadrer un peu le truc. En fait, c'est sûr que je pense que les signataires ne veulent pas que la société en général soit dépendante de ce des géants de la tech ou des futurs géants de la tech comme OpenAI, pour pas les nommer, parce qu'ils ont fait quand même quelque chose qui est potentiellement un monstre pour certains. Pour pas le nommer encore une fois. Et que d'ailleurs. Ça va être, en gros, une société pourrait changer en fonction des desiderata et de ce qui se passera chez OpenAI. Même Sam Altman, le cofondateur, il dit il est un peu effrayé parfois par sa création. Donc quand même, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc si on met ça bout à bout, je pense qu'il y a quand même une action à faire. Je ne sais pas si c'est l'ONU ou... Et Dieu sait que Sam Altman a vu beaucoup de modèles d'entreprises, notamment il y a passé, dont chez Y Combinator, qui était son énorme incubateur dans la Silicon Valley. On va revenir à ce match qui est en train de se jouer finalement entre augmentation des machines et augmentation humaine tout court. Mais d'abord, j'ai eu envie d'ouvrir ma boîte à archives, parce que ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk se pique justement de quelques coups de foudre, de décocher ses flèches contre l'IA. Regardez, en 2015 déjà, il s'associait à feu Stephen Hawking
et à Bill Gates pour dénoncer le problème pour l'humanité que ces technologies pouvaient représenter. En 2017, il récidive avec une salve contre les robots tueurs. Il adresse même encore une fois une lettre à l'ONU pour se prémunir des armes autonomes boostées par l'intelligence artificielle. Et puis en 2023, c'est donc ce tweet et cette signature avec ces 1000 scientifiques différents. Est-ce que finalement, Elon Musk n'a pas des intérêts à voir l'intelligence artificielle régulée de façon un peu plus musclée? Il n'avait pas investi dans OpenAI au début. Si, alors, Il a investi dans OpenAI. Il a vendu ses parts en 2018. Donc il est frustré pour moi. T'es pas d'accord? Je ne pense pas que ce soit vraiment le débat. C'est une question que l'on se pose toujours avec l'informatique. Ce n'est qu'un outil. Ça ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Le problème, c'est qu'on est totalement étonné de la puissance apparente de ce que cela fait. Et on est totalement étonné si on ne comprend pas comment cela fonctionne. Alors, j'étais avant-hier en Écosse, et par exemple, je suis allé au premier ascenseur, et le seul d'ailleurs au monde, ascenseur à bateau, entre deux canaux. Ouais. Avant, ça prenait 24 heures de passer du canot d'en haut par 11 écluses pour le canal d'en bas. Maintenant, avec cet ascenseur, ça prend 5 minutes. C'est aussi étonnant pour quelqu'un de l'époque de se dire, tiens, je vois le gâteau en haut, je le vois en bas en 5 minutes, que de se dire, avant, ça prenait un jour. L'IA, c'est pareil. Ouais. C'est une croissance exponentielle en termes de possibilités. Je voudrais juste attirer votre attention. On ne se pose jamais la question de comment fonctionne Google. Comment ça se fait que vous posez une question, quelle qu'elle soit, un mot-clé, un site, et vous trouvez votre réponse dans les 2 ou 3 premières... Ou pas. Ou pas. Oui, mais... Très souvent là-dessus. Et vous ne posez pas la question de savoir si c'est de l'IA ou pas. Ça l'est, par exemple. C'est de mais on ne se pose pas la question, et ça trouve tout à fait normal, et on n'est pas inquiet. Parce qu'il y a la question de confiance. Et en 10 ans, il y a des choses qui ont évolué. Et on a vu que des données pouvaient être pillées. On a vu qu'une boîte comme Clearview pouvait pomper les milliers de photos, centaines de milliers de photos de Facebook et d'un seul coup en faire une base de données pour la police. Et donc il y a cette notion-là. De ce coup, on est devenu technosceptique. Ou tout au moins, il y a quelque chose qui fait peur, surtout quand c'est une boîte noire où on ne sait pas trop comment ça se passe. Alors je vais vers mon propos avec cette citation d'Arthur C. Clarke. Ça ressemble à de la magie. Oui. Mais absolument, je crois que le débat est plus sur la confiance et sur la transparence. Vous avez peut-être vu cette semaine, dans les derniers 7 jours, notre ami Elon Musk vient d'ouvrir l'algorithme de Twitter. Publié. On sait enfin comment cela fonctionne, alors qu'avant, on ne le savait pas. Ça va être obligatoire, ça, sur les prochaines. Non, le Google Juice, on ne le fait pas, la chose dont on ne sait pas comment elle fonctionne, c'est la puce Neuralink que Elon Musk, dont il est évidemment propriétaire, va pouvoir ouvrir. Les essais cliniques démarrent dans 6 mois. C'est ce qu'il a promis, en tout cas, à la fin de l'année 2022. Mais je voulais surtout faire intervenir un autre acteur dans ce débat. En l'occurrence, Kai Fu Lee, auteur prolifique, ex-patron de Google, notamment en Asie. Il jouait les Cassandres il y a quelques mois dans son dernier ouvrage, IA 2042. Voilà ce qu'il dit: ceux qui refusent la technologie se feront distancer et risquent de sortir du jeu. Faut écouter qui, Dr Kai Fu ou Mr Elon? Alors moi, j'ai entendu le Dr Kai Fu plusieurs fois en vrai. C'est vrai. Je suis plutôt de son avis. Son livre précédent, IA Superpower, était un cri d'alarme pour nous, Européens, en nous disant, en fait, dans la course à l'IA, il y a 2 puissances mondiales, la Chine et les Amériques, qui s'affrontent. Et pour lui, écrit noir sur blanc, l'Europe est irrelevant, n'a aucun rôle. Alors maintenant, si vous regardez le rapport de McKinsey de septembre dernier sur le gap technologique de l'Europe par rapport au reste du monde, parmi les 10 domaines, l'IA est entraînée sur de la donnée est stockée dans le cloud. La part de marché du cloud européen par rapport au cloud des Batix chinois et puis des GAFAM américains, l'Europe représente 0,5%. C'est un vrai sujet. Donc maintenant, Kai Fu, il a tout à fait raison en se disant il faut embrasser la technologie. D'ailleurs, son nouveau livre est assez marrant. C'est pas 2042, en fait, c'est la traduction française. Son livre, c'est 2041, parce que c'était un jeu visuel entre 4 et 1. Ça ressemble à AI, mais ça a été dans 20 ans, mais ça a été traduit à 42. C'est 10 contes qui présentent des utilisations possibles dans le futur avec des technologies de plus en plus avancées. En fait, on est dans Black Mirror dans ce livre. Et ça va nous arriver. C'est exactement ça. Et ça va nous arriver. Donc, il a raison. Faut qu'on se bouge en Europe et qu'on aille beaucoup, beaucoup plus vite sur l'IA. Donc, il vaut mieux accepter le scénario à la Black Mirror et pouvoir s'y préparer en termes de régulation. Mais justement, c'est pour revenir à ta question initiale. C'est pour éviter un scénario Black Mirror, tout en sachant que de toutes les manières, on va dans ce sens-là. Il faut essayer de mettre des garde-fous. Et d'où la question. Alors, après, l'Europe ne sait faire que des régulations pour les raisons que tu viens de donner. Mais pourquoi pas? PDA, pourquoi pas? D'autres éléments de régulation, pourquoi pas? Moi, je pense... en fait, finalement, les deux vont dans le même sens. Si on regarde bien, ils ne sont pas forcément opposés.
Stéphane Zibi, une conclusion sur cette partie? Je pense je ne sais pas qui pourrait éventuellement être, comme disait Damien tout à l'heure, je ne crois pas que ça puisse faire grand-chose. Je pense que ça doit venir des sociétés visées elles-mêmes, des géants elles-mêmes, même si je pense que DeepMind ne serait pas mécontent, parce que je pense qu'ils ont pris un peu de retard, me semble-t-il. Dans ce cas, visiblement, parce que moi j'ai essayé Bard, c'est vraiment, c'est pas la même chose, hein, franchement. Non, c'est pas pareil, hein. Ah non, j'ai essayé, c'est pas la même chose, voilà. Mais je pense que ça doit venir d'eux-mêmes, et je pense qu'il doit faire un moment. Quand j'étais en train de relire une citation qui est dans la pétition qui est en ligne Parce sur qu'en fait, tu ne fais Future pas que envoyer des messages sur ton téléphone. Non, pas du tout. Pendant cette Pas du émission, tout. tu lis aussi non, des voilà. Non, j'étais en train de dire, je voulais pas me tromper. Il dit, la citation de ce chercheur dit, dans le site Future of Life, ces derniers mois ont vu les laboratoires d'IA s'enfermer dans une course incontrôlée pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants, que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. Mais c'est pas vrai. Bah ouais, mais attends, vrai. Allez, on termine là-dessus, Rodrigo. Je me pose en faux sur le fait que l'Europe, la seule chose qu'elle sait faire, c'est réguler. C'est pas la bonne approche. On pourrait aussi innover. Oui. On pourrait aussi éduquer toutes les masses qui ne comprennent pas. Pour prendre une analogie, moi je suis choqué à quel point on ne sait pas gérer notre argent en Europe, alors qu'aux États-Unis, vous réveillez le matin et c'est Your Money à la télé, et on vous apprend à gérer votre argent et votre épargne. On pourrait apprendre à utiliser tout cela. Le taux d'erreur humaine dans les différents sens est autour de 3-4%. Le fait qu'on utilise de l'IA pour analyser des radios mieux qu'un radiologue fatigué en fin de journée, c'est top. Oui. Qu'on permette à des gens qui n'ont pas accès à un radiologue, c'est top. Donc l'IA, c'est pas que des dangers, c'est énormément d'opportunités. Donc l'Union européenne, elle devrait débloquer des crédits pour former les populations à ce que cela peut faire et à travailler dans ce secteur. Vous avez vu le rapport de Goldman Sachs l'autre jour qui dit qu'on va perdre 50%. Notamment sur l'emploi. Qui en l'occurrence des chiffres qui sont recensés de rapport en rapport. Hein, ça n'a pas changé depuis quasiment 5 ans. C'était même plus dans le rapport de McKinsey dont je parlais tout à l'heure. Il y a plein d'opportunités à explorer. C'est plutôt là-dessus qu'on devrait se concentrer plutôt que d'avoir peur sur le futur. Et on a plein d'opportunités à explorer aussi dans cette émission. Et d'actu en l'occurrence. Merci messieurs. En tout cas, pour cette première partie de débat sur la régulation de l'intelligence artificielle, on y reviendra, vous vous en doutez bien évidemment, jusqu'à la fin de cette saison. Avant de plonger dans notre autre actu du jour, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'une intelligence bien humaine, Édouard Denuot.
Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, version club. Vous le savez, aujourd'hui, c'est jeudi, toujours en compagnie de Rodrigo Sepulveda Schultz, nouveau venu dans cette émission serial entrepreneur et surtout investisseur avec Sepulveda Capital. Je te redis bonjour. Stéphane Zibi, je te redis bonjour aussi, je suis obligée. Directeur de Ionis X, expert S-Tech pour RCJ et on refait le Mac. Et Damien Douani, bien évidemment, nous a rejoint pour cette partie. Pierre-Pascal Boulanger. Pierre-Pascal, vous êtes le président et fondateur du Printemps de l'économie. Ça tombe très bien parce qu'on va justement se poser cette question en deuxième partie de cette émission. Comment parler d'économie aux ados? Vous faites la part belle aux lycéens et aux étudiants notamment pour cette nouvelle édition du Printemps de l'éco. Mais d'abord, Damien Douani a une idée derrière la tech. Marjorie, puis aussi vous deux, messieurs, est-ce que vous aimiez jouer aux jeux dont vous êtes le héros, mais sur ordinateur? Oh, je vais laisser Rodrigo répondre à cette question. Non, lire. J'ai fait tous les orques et tous les Larrys, les Jeux de Larry, The Land of the Lounge Lizards et les King's Quest. Ouais, en 8 bits à l'époque. Ah, à l'époque, oui, effectivement, ça ne rajeunit pas. Moi, personnellement aussi, j'aimais bien ce genre de jeu-là, notamment les genres de jeux de quête, vous savez, genre The Secret of Monkey Island, ce genre de choses-là. Et vous deviez taper des petites phrases pour dialoguer avec les personnages, trouver et avancer et trouver des réponses aux énigmes. Bien souvent, le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'IA dans ces jeux-là. Donc, en gros, si c'était pas dans la base de données, c'était pas écrit exactement comme il fallait, et ben vous trouviez pas, ça avançait pas, et c'était extrêmement frustrant. Et donc, c'est obligé quand même à réfléchir et à contextualiser un tout petit peu les choses. Si on adapte cela à la formation, cette logique de contextualisation et de mécanique de dialogue, et puis de jeu aussi, ça peut être extrêmement puissant pour mettre en pratique les connaissances. Et c'est tout le principe qui sous-tend Pitch Boy. Pitch Boy, disons, c'est pas aussi le nom d'un personnage de jeu vidéo. Alors ça pourrait, c'est pas non plus le nom d'un biscuit. Ok, donc je me suis complètement planté. Merci, ça fait plaisir. Merci de m'avoir écrit cette relance, Damien Douani. Mais je t'en prie, j'aime te soigner dans ces relances. Ça pourrait, mais non, en l'occurrence, non. C'est plutôt le nom d'un outil no-code qui se présente comme un outil de simulation de conversation. Et oui, voilà, si vous êtes seul, vous pouvez converser avec la machine. C'est beau ce que vous dites là. L'idée, c'est la suivante, c'est de mettre en pratique, en fait, on va le voir dans quelques instants, c'est de mettre en pratique des connaissances, de les tester dans un environnement immersif, en dialoguant avec de vrais gens. Et donc, ça peut être un environnement qui peut être uniquement audio, ça peut être donc une fausse conversation audio, par exemple, ça peut être une discussion téléphonique, ça peut être un vrai faux Teams, ça peut être une immersion 3D dans un lieu virtuel. Et mieux qu'un QCM, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir dialoguer avec la personne que l'on va avoir en face de nous réellement, et la machine va répondre en fonction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'oral, il n'y a pas le choix. C'est soit on dit juste, soit on dit faux, ou on hésite. Mais quand on fait un QCM, en général, pour, on va dire, tester ses connaissances, on peut tenter le truc un peu au pif et on va voir bien ce qui se passe. Là, quand on a quelqu'un en face de nous, ben, c'est pas pareil. Bon, ça veut dire qu'en gros, la personne qu'on a en face de nous va réagir par rapport à nos réponses. Jusque-là, rien de plus naturel. Là. C'est exact, si ce n'est que c'est une machine. Donc, en l'occurrence, on va le voir dans un exemple en vidéo dans quelques instants, c'est le cas d'un étudiant. Prenons le cas d'un étudiant, il sort de son diplôme, il est embauché par une grande chaîne d'optique et il doit apprendre à vendre. Voilà, tout simplement. T'as des actions dans une grande chaîne d'optique ou comment ça se passe, non? Absolument pas, je ne vois pas de quoi vous parler. Et donc, on va faire son onboarding. En vidéo, ça donnerait quoi? Voici. Après toi, quels sont les critères de choix à prendre en compte pour une monture? Je dirais la forme du visage de la cliente et également son style vestimentaire. Effectivement, il y a plusieurs critères pour bien accompagner notre cliente dans le choix de sa monture. Ses attentes, son style, sa correction et bien sûr la forme de son visage. Alors, quelle monture conseillerais-tu à notre cliente? La première? La deuxième? Ou la troisième? J'aime beaucoup la troisième. Voyons voir. Les trois montures vous vont très bien, elles sont bien adaptées en longueur de branche et bien alignées avec vos sourcils. Mais c'est la troisième qui vous va le mieux en termes de style. C'est pour quelle paire de lunettes? Vous plutôt troisième, plutôt deuxième, parce que vous n'avez absolument pas du tout suivi ce test pendant la diffusion de cette vidéo. Non, moi je balance. Ils ont mis un bon avis dessus. Non. Oui, c'est ce qui tombe bien. Oui, bon. Non, mais bon, moi, je prends plus de lunettes maintenant. Oh, bah oui. Toi, tu connais la solution, Stéphane? Oui, non, mais je l'ai vu évoluer depuis 2019. Ils ont fait une présentation pour Ionis X et je les ai vus évoluer. Et je trouve que là, maintenant, il y a une maturité et c'est intéressant, oui, tout à fait. Il y a eu le Covid aussi qui a permis d'aider aussi un petit peu. La chose est de familiariser les outils comme ça.
Voilà. Je vais te laisser terminer ta chronique quand même. C'est sympa, merci. Non, vraiment, ça nous fait plaisir. Rodrigo, un avis? Les miennes. D'accord, très bien. Ah, pour le choix de la lunette. Alors, on le voit dans la séquence. En fait, l'idée, c'est la suivante. La machine va comprendre la réponse. Donc, autrement dit, elle va interagir et on va proposer des réactions en conséquence. Et j'ai même parlé donc avec les concepteurs de l'outil que j'ai rencontré récemment au salon Virtuality. Et justement, ils m'expliquaient qu'ils pouvaient même aujourd'hui analyser la tonalité de la voix. Donc, autrement dit, essayer de sentir si, par exemple, la personne en face commence à s'agacer, s'énerver, s'il y a, on va dire, une réaction émotionnelle, pour justement avoir un scénario qui va agir en conséquence. Par exemple, je suis formé sur un call center pour répondre aux gens. Au bout d'un moment, on peut être un peu agacé. Eh bien, la personne va réagir en conséquence et il va falloir se rattraper et reprendre un scénario plus normal. Donc ça, c'est plutôt bien fait. C'est le fameux sentiment de la voix par rapport auquel le scénario va pouvoir être modulé, si je comprends bien. C'est exactement ça, Marjorie, tout à fait. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est comment le scénario est généré derrière. Alors en gros, il y a deux choses. C'est soit le client va écrire son scénario, son arbre de décision, soit aujourd'hui l'outil, tu le disais Stéphane, a bien évolué. Maintenant, il propose en fait un outil, on va dire un peu out of the box. Donc autrement dit, vous avez des briques, des éléments, vous les prenez et vous les agencez comme vous le voulez dans un déroulé. Il y a même des schémas déjà tout prêts qui existent et donc on peut tester immédiatement déjà pour voir un peu comment ça fonctionne. Et après, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Bon, je comprends bien le cas d'utilisation, notamment pour une démarche commerciale. On l'a vu ici avec un centre d'optique. Est-ce qu'il y a une application EdTech, par exemple, qu'on peut dérouler assez facilement? En EdTech, par exemple, tu pourrais imaginer des entretiens d'embauche, par exemple, pour des jeunes étudiants qui vont sortir de l'école et qui ont besoin de s'entraîner. Alors bien sûr, on peut mettre des vrais gens en face, mais ça peut être intéressant d'avoir aussi cette interaction-là qu'ils pourraient faire n'importe quand. La formation des nouveaux arrivants dans les entreprises, ce sont les jeunes diplômés qui sortent de l'école, qui ne savent pas trop. L'apprentissage de nouveaux métiers, donc dans l'apprentissage, aider justement en complément de ce qui pourrait être de l'apprentissage physique, l'apprentissage donc de nouveaux métiers, la vente par exemple. On peut s'entraîner sur un argumentaire, faire un pitch par exemple, toi Rodrigo, qui connais bien le sujet, et ainsi de suite. Bref, il y a une multitude de cas possibles. Je trouve ça assez malin et plutôt bien fait, et c'est innovant. Bref, c'est tout ce qu'on aime. Bon, Rodrigo, l'investisseur que tu es, achète ou n'achète pas Pitch Boy? Ça fait avancer le schmilblick, comme disaient les autres, donc oui. Tu as l'air hyper motivé, vraiment, par cette chronique. Ça nous fait plaisir. Donc vraiment, si on peut faire plaisir à nos amis et invités dans cette émission, on le fait. Je vais essayer de vous faire plaisir, tiens, parce qu'on va ouvrir la deuxième partie du club, deuxième partie de l'actu. Si je vous dis ChatGPT, ami ou ennemi, capitalisme numérique versus transition écologique et énergétique, ou encore, eh bien, ces questions, ce sont des questions qui se posent en ce moment même pour la toute nouvelle édition du Printemps de l'économie. C'est au menu du club. Toute deuxième partie. Stéphane Zibier, Rodrigo Sepúlveda et Damien Douany sont restés à nos côtés. Ça tombe bien. On accueille aussi Pierre-Pascal Boulanger, président et fondateur du Printemps de l'éco. Merci Pierre-Pascal de nous rejoindre. Vous êtes littéralement en plein milieu de cette 11e édition. Ça se passe au CESE, évidemment à Paris. Ce Printemps de l'économie, il revient jusqu'à vendredi dans une édition qui a un titre qui sonne presque comme un slogan. Action à l'heure de l'engagement. C'est le moment ou jamais pour agir? Bien sûr, c'est le moment ou jamais pour agir. On ne peut pas ignorer le fait qu'il existe un consensus entre énormément d'économistes, une très très grande majorité d'économistes sur tous les dossiers chauds, sur le climat, les inégalités, la répartition des richesses, on le voit bien. Et donc ce diagnostic, il est fait. Là où il reste des désaccords, c'est sur comment faire pour s'attaquer à ces problèmes. C'est là qu'il y a le débat. Et quelquefois, quand il y a des retards dans les décisions d'action, c'est que justement, on hésite entre tel ou tel mode d'action. Oui, l'heure est à l'action. Je crois qu'on a assez diagnostiqué, on a assez blablaté, et que maintenant, face aux urgences, il est temps d'agir. C'est l'heure donc de l'action. Vous nous le redites ici ce matin. L'économie, c'est un acte militant avant tout. C'est une paire de lunettes pour faire un petit clin d'œil à votre chroniqueur. L'économie et les statistiques en économie, oui, c'est une paire de lunettes. Ça permet de mieux voir le monde et ça permet donc par conséquent de mieux le comprendre et de pouvoir affiner ses arguments, voire renoncer à certains de ces arguments quand on veut les mettre au service d'un certain nombre de convictions. Non, l'économie est bien évidemment extrêmement utile à ce niveau-là, ne
serait-ce que pour se dégager quelquefois des représentations auxquelles on peut croire d'ailleurs tout à fait naïvement et très sincèrement, mais des représentations qu'on peut se faire sur tel ou tel acteur économique ou sur la société dans laquelle on vit. Et ces perspectives et ces représentations, vous les maillez tout au long de ces 3 jours avec des experts, des économiques, des sociologues, des géographes, des créateurs et créatrices, des innovateurs et des innovatrices. J'ai envie de poser certaines d'entre elles à nos invités ici sur ce plateau. Si je vous dis, messieurs, inflation, climat, quelle voie pour associer la fin du mois et la fin du monde? Vous avez des idées? Vous avez 2 heures. Non, alors là, vous avez 11 minutes en l'occurrence, mais... Il n'y a pas le surmoi et le ça? Non, mais ça, alors non, mais ça pourrait être quasiment de la philosophie économique. Bien évidemment, mais ils ont une philosophie de vie. Les jeunes, moi j'ai été un peu... Le vendredi dernier, j'ai vu mon grand avec ses copains de promo. J'ai halluciné leur façon d'être. Je suis passé vraiment... je comprenais pas tout, en fait. Ouais. Leur façon de vivre. Sur quel blanc? Non, mais leur façon de vouloir... Moi, quand j'avais leur âge, je pensais à faire autre chose que ce que souhaitaient. Là, vraiment, je crois que ils ont quoi, entre 20 et 25 ans, 22, 23, quoi. Et ils ont une conscience, mais colossale, sur ce que va être la planète demain. Donc, en gros, pas d'avion, des trucs comme ça. Donc, en gros, ils vont consommer différemment. Ils vont prendre du reconditionné plutôt que du neuf. Ils vont pas changer leur téléphone comme... Bon, voilà. C'est pas moi qui suis visé. Comme toi, par exemple. Voilà, exactement. Voilà. Donc, en gros, il y a une conscience totale. Et donc, de fait, ça aura des impacts sur l'économie demain. Et je pense qu'il y a des indicateurs à prendre. Et j'ai compris que c'était peut-être un vieux con en direct. Allez, je vais juste te dire OK Boomer pour passer la parole à Rodrigo. Non, qui ne veut pas prendre la parole. Si. Je trouve très sage, dis donc. Oui. Sur cette partie-là, oui. Non, mais moi aussi, j'ai la chance d'avoir des ados et puis maintenant, même un grand. Hein. Et je les vois évoluer, c'est vraiment pas comme nous. Moi, je me faisais engueuler quand j'achetais des bouteilles d'Évian à la maison. Et effectivement, on a chacun notre bouteille maintenant à la maison et on la remplit et on consomme différemment. Ce qui dit pas, qu'il a une bouteille connectée qui permet de savoir exactement son niveau d'hydratation tout au long de la journée. Oui, bon, je révèle quelques secrets sur les invités de cette émission. Certainement pas. Je n'ai pas dit que c'était une larque. Donc... Il n'a pas d'action non plus. Non, vraiment, non, ça je n'ai pas d'action. Je n'ai pas d'action. En tout cas, ceux qui n'ont pas d'action, mais qui passent à l'action, évidemment, on les retrouve à vos côtés, Pierre Pascal, pour ce printemps de l'éco. C'est un événement qui fait la part large aux lycéens, aux étudiants. Pour vous, quels sont les sujets qui les mobilisent le plus ? Alors les sujets qui les mobilisent le plus, c'est assez étrange puisque ce qui les préoccupe, on a eu la surprise puisqu'on a eu les résultats hier du sondage OpinionWay qu'on fait chaque année pour le printemps de l'économie. Pour une fois, les premières préoccupations des jeunes correspondent aux préoccupations des Français. Alors leurs préoccupations, c'est le climat, bien évidemment, ce sont la santé de manière bizarre en troisième position, la paix, la préservation de la souveraineté, bien loin de la préservation des acquis sociaux. Alors bon, pour les jeunes, on peut comprendre, ils sont loin de la retraite, mais pour une fois, la hiérarchie de leurs priorités correspond à la hiérarchie des Français. Sur l'ensemble de la population, on aurait pu croire que les Français, tout âge confondu, sur fond de mobilisation des retraites, allaient mettre au plus haut la préservation des acquis sociaux, qu'ils allaient coller dans l'actu. Bien pas du tout. La préservation des acquis sociaux arrive en 6e position. Et pour l'ensemble des Français, comme pour les jeunes, avec des écarts de quelques points, c'est d'abord le climat, la paix et les questions de souveraineté, de dépendance énergétique. Ce qui est extrêmement intéressant au moment où, bien évidemment, ce climat d'éco-anxiété monte, notamment chez les plus jeunes. Et comment est-ce qu'on aborde les questions qui fâchent, même si parfois il faut être un peu anxiogène ? Oui, bien sûr, il faut être un petit peu anxiogène, mais il ne faut surtout ne pas n'être qu'anxiogène. C'est-à-dire qu'après, il faut que ça débouche sur un discours positif. Là, par exemple, pour donner un signal fort, la session d'ouverture, on l'a appelée « Les promesses de l'avenir » pour un discours positif de la transition écologique. C'est-à-dire que si on ne donne pas des objectifs, si on ne dit pas quelle est l'utilité de ce qu'il faudrait faire en changeant nos comportements pour être au bénéfice de la planète, ce n'est pas anormal si vous avez beaucoup de Français qui disent « Nous, on pense que le climat, c'est hyper important, mais ce qu'on nous demande de faire comme sacrifice, quand même, on n'est peut-être pas prêt à le faire parce que quand même, c'est un petit peu dur. »
Voilà. Et en fait, il faut être pédagogue. Et l'État, d'ailleurs, hein, les autorités, pour être pédagogue, c'est bien de décider de plans, c'est bien d'avoir des objectifs, mais encore faut-il expliquer quelle en est l'utilité et voilà, à quoi ça sert, surtout sur le long terme. Et là, dans ces cas-là, il y aurait les conditions, peut-être, pour renouer une nouvelle forme de contrat social. C'est ça la clé justement, Stéphane, Rodrigo, Damien, se dire que l'économie c'est du très concret. Avant tout, l'économie ça se vit dans nos actes au quotidien. Oui, très certainement, mais je ne sais pas si on aborde les vrais sujets qui fâchent. Si je me permets de vous poser une question. Est-ce qu'on aborde le fait que la France a une dette qui représente 113% du PIB ? Ou que l'on est dans le l'économie, ça. Oui, mais c'est de l'économie, c'est les printemps de l'économie. En l'occurrence, c'est abordé au printemps de l'éco. On est au quartier de tête, programme. on est juste derrière la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Alors que l'Allemagne à côté, on dit toujours les Allemands ci, les Allemands cela, ils sont que à 80, ou même les Néerlandais sont encore moins de ça. C'est-à-dire que tu dénonces un peu le fait que l'économie se soit plus muée en sujet de société, du temps qu'autre chose. On devrait avoir une vraie formation à l'économie et se poser des vraies questions. Quand on voit les gens manifester dans la rue, on se dit pas on a une dette à rembourser, et nos enfants vont la rembourser encore plus que nous. On dit pas qu'on paye 43 milliards de taux d'intérêt par an. C'est incroyable. Notre côté romantique, ça, Rodrigo. Je sais pas. Et par exemple, le PIB de l'Europe, on est 450 millions, est légèrement inférieur au PIB des Américains qui ne sont que 350. C'est-à-dire que le GDP per capita, je sais pas comment on dit en français, le PIB par tête, est inférieur. Et on devrait se poser la question pourquoi en termes d'économie. Et donc qu'est-ce que l'on fait, et surtout cette nouvelle génération qui va prendre le relais de nous, tous les vieux cons, et qui va travailler. Parle pour toi, dis donc. Merci. Merci, on a les mêmes rêves, ça fait plaisir. Est-ce qu'ils comprennent qu'on va leur laisser vraiment un monde économique en situation très difficile ? Stéphane, rapidement. Là, il n'a plus de mots. Il n'a plus de mots. On a eu un exposé magistral là il y a quelques secondes, mais c'est vrai que les critères économiques que l'on avait quand on était au lycée, quand on faisait cours d'éco, on voyait la richesse d'un pays sur sa façon à créer de la valeur. Je pense qu'aujourd'hui on a un petit peu masqué parce que c'est vrai que la dette elle a un peu empiré aussi avec le Covid. On a un petit peu masqué. On a certes des critères qui sont les mêmes qu'il y a des années. Maintenant, est-ce qu'on a trouvé, nous, les moyens pour pouvoir l'améliorer ? Je ne sais pas si on a compris, pour ceux qui achètent plus de gadgets, que, par exemple, la France a parfaitement géré, ou mieux, l'inflation. On est autour de 6 points, alors que dans les autres pays, on est à plus de 10. Là, en Écosse, ils se plaignaient, ils étaient à 11% d'inflation. Ça veut dire que quand ils achètent un Coca, il coûte plus cher. Moi, ma fille, elle se plaint que quand elle va acheter un soft drink, c'était à moins d'1 euro et maintenant c'est plus d'1 euro. Pierre Pascal, ça veut dire quoi ? Qu'il faut aussi redonner ces lettres de noblesse à l'enseignement de l'économie. Est-ce que vous voyez justement ces lycéens et ces étudiants qui viennent participer au printemps de l'éco avides de mieux comprendre les concepts économiques qui les entourent ? Oui, bien sûr, mais pour cela, pour que ça marche, il y a plusieurs conditions. Bon, je vais pas jouer la langue de bois. Il y a des jeunes avec qui ça marche, il y a des jeunes avec qui ça ne marche pas. Mais ça dépend comment on leur enseigne et quelle conception de la science économique, entre guillemets, on leur donne. Si on remonte aux origines de la science économique, à l'époque on appelait ça l'économie politique, c'était basé sur une conception aristotélicienne. Donc grosso modo, l'économie est un moyen au service des hommes. L'économie politique, c'est la science du bien-être. Là, dans ces cas-là, on ne peut qu'adhérer, c'est magnifique. Mais quand vous avez une réalité où quelquefois on a l'impression que les hommes deviennent le moyen pour faire fonctionner une économie qui leur échappe, c'est difficile dans ces cas-là d'obtenir une adhésion. Donc, revenons un petit peu aux fondamentaux, et parmi vos intervenants, il y en a qui ont tout à fait raison. Il faut bien sûr évidemment parler de combien ça coûte, la dette, l'effet boule de neige, etc. Et il faut rappeler quand même sans cesse que c'est l'économie qui finance les grands changements ou les grandes réformes qu'il faudrait faire et qui correspondent aux nouvelles valeurs des jeunes et à ce que chacun souhaiterait sur le long terme pour le monde de demain. Mais quand même, le financement vient bien de la production, de bases économiques qu'il faut quand même sans cesse rappeler. Bon, Pierre Pascal, je vais vous envoyer Stéphane Zibi et Rodrigo Sepúlveda pour la dernière journée, enfin d'abord l'après-midi de ce jeudi pour le printemps de l'éco et puis la dernière journée demain au CESE. Je pense qu'ils seront hyper heureux de participer à ces débats. Avec plaisir. Ah ben voilà, c'est bien. Non mais vraiment, ça nous fait plaisir de te faire moi, plaisir. ça m'intéresse. J'espère bien que ça t'intéresse. Ah ben moi, le futur de l'Europe, ça m'intéresse beaucoup. Le futur de l'Europe, le futur de l'économie et le futur de la tech aussi, s'il en est. Le printemps de l'éco, Pierre Pascal, ça ne s'arrête pas à cet événement pendant ces 3 jours au Conseil économique, social et environnemental. Je crois qu'il y a aussi des actions qui sont proposées tout au long de l'année, notamment au travers de tribunes, au travers aussi d'articles sur votre site.
Oui, bien sûr, au travers de tribunes d'intervenants, bien sûr, avec des partenariats presse de contenu. On sort régulièrement un magazine, bon là c'est le thème de l'édition, mais on a sorti un magazine sur guerre et paix, très interdisciplinaire, puisque pour expliquer le monde, on ne peut pas laisser la parole qu'aux seuls économistes, il faut s'ouvrir aux sciences sociales, aux philosophes. Donc là, on a des grosses pointures qui écrivent. Donc on fait de l'éditorial, effectivement, entre deux événements. Allez, on va continuer à vous lire et justement à vivre avec vous ce printemps de l'Éco. Merci infiniment d'avoir fait un tour en plein débat au CESE par le plateau interposé, évidemment par Skype, de l'École du Futur et du Club Actu. Merci infiniment Pierre Pascal, merci à Stéphane Zibi qui du coup, et voilà, évidemment, bravo, je ne peux pas vous dire ce qui se passe sur ce plateau, c'est pas possible. Merci infiniment à Rodrigo Sepulveda Schulz et merci comme toujours à Damien Douanier. Le Club Actu, c'est fini, on se retrouve demain pour d'autres aventures, mais on revient jeudi prochain évidemment pour commenter les actus qui vous intéressent.